Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, alors qu'un taux d'abstention record est attendu dimanche à l'heure du scrutin des européennes, quelle est votre vision de l'Europe? Rencontre ce soir avec les habitants du quartier de l'Europe à Tours. Nous reviendrons sur un épisode traumatisant et douloureux, le bombardement de la ville de Tours par les Américains. Il y a 70 ans, presque jour pour jour, on vous emmène au cœur des archives municipales. Également dans cette édition, un témoignage émouvant à suivre. Le zoo de Beauval produit de l'électricité grâce aux déjections de ces animaux. Une première pour un parc zoologique en France. À la clé, une réduction de 20% de sa facture énergétique. Bonsoir à tous. Dans 5 jours, vous allez voter ou non pour élire votre représentant au sein du Parlement européen qui siégera pour les 5 prochaines années. Les européennes peinent généralement, on le sait, à mobiliser l'électorat. Certains sondages annoncent un taux d'abstention record. Alors quelle est votre vision de l'Europe? Nous sommes allés poser la question aux habitants du quartier de l'Europe à Tours. Romain Delville. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Dans le quartier de l'Europe, le premier mot qui vient quand on évoque l'Europe, c'est la paix. Je pense quand même que les frontières telles qu'on les a faites depuis 70 ans ont amené la paix, alors que ce n'était pas quand même la tradition, puisqu'avant on se fâchait quand même tous les 30 ans ou 40 ans avec les voisins. Bon, maintenant l'Europe c'est certainement très imparfait, beaucoup de choses restent à faire, mais je ne suis pas persuadé que tous les soucis divers qu'on a de A à Z ne viennent que de l'Europe. Hein. Et puis de temps en temps, si on balayait devant notre porte, on verrait que les problèmes ne sont peut-être pas que dus à l'Europe. Taxée de tous les maux, imparfaite certes, mais l'Europe est connue. Gouvernance des nations ou fédéralisme, Raled a fait son choix. Je pense qu'on a voulu faire l'Europe des nations, mais on n'a pas essayé en fait de réellement se coller, de réellement se ressembler les uns les autres. Donc il y a trop de disparités en fait entre les différents pays européens. Il n'y a pas assez de loyauté entre les différents pays. Rien que de se dire qu'au cœur de l'Europe, il y a des paradis fiscaux du genre Luxembourg, du genre rien que la Suisse, mais bon, elle n'est pas européenne bien sûr. Et puis l'Europe, ce sont aussi des voisins, chez qui nous pouvons puiser des solutions, dans l'enseignement par exemple. Les pays du Nord, et les pays Norvège, Suède, Finlande. L'Allemagne certainement aussi par son choix de professionnaliser très vite les études par rapport aux besoins de la société. La France, non. Je pense pas. Avec le sourire, cocardi ou fédéraliste, pour le quartier de l'Europe comme pour tous les quartiers d'Europe, les élections européennes, c'est ce week-end. À Saint-Pierre-des-Corps, la réouverture du pont Jean Moulin. Depuis septembre 2013, les travaux sur ce pont avaient largement perturbé la circulation. Il faut dire que près de 9300 véhicules empruntent ce pont chaque jour, qui permet de relier le nord et le sud de la ville. Des travaux d'étanchéité étaient néanmoins nécessaires. La facture s'élève aujourd'hui à 1 450 000 €. La ville de Saint-Pierre-des-Corps et le réseau ferré de France y ont participé chacun pour moitié. Nos lunettes sont parmi les plus chères d'Europe. En France, le prix moyen d'une paire est de 470 €. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, un opticien sur 5 est soupçonné de fraude à la complémentaire santé. Résultat, les cotisations gonflent. Une enquête qui survient au moment même où le gouvernement souhaiterait plafonner les remboursements. À Tours, Anaïs Michaud. Si lorsqu'on vous demande de lire la dernière ligne, ça donne ça, c'est que vous êtes au bon endroit. Reste à présent à trouver lunettes à votre nez, mais aussi à votre budget. L'étude de l'UFC Que Choisir 37 épingle les opticiens sur 2 points. La mauvaise lisibilité des prix tout d'abord. 8 des 10 magasins étudiés dans le département proposaient en novembre 2013 une offre promotionnelle hors période de solde. Il s'agissait principalement d'une paire offerte pour une paire achetée. C'est vrai qu'on est dans une période où globalement les gens cherchent la promotion. Parce que dans leur tête, s'il y a une promotion, c'est qu'on va payer moins cher. Alors que pas forcément. Pas forcément en effet, puisque l'UFC Que Choisir a montré que le coût se répercutait sur la première paire, dont le prix augmentait de 12 € en moyenne. De fausses promos qui n'arrangent rien à la mauvaise réputation des opticiens, qui n'hésiteraient pas à gonfler toujours plus leurs marges. Par rapport à d'autres commerces, au niveau des montures, les marges sont pas tellement différentes. Après, au niveau des verres, oui, il y a une différence de marge, mais c'est pas un produit fini. Nous, on y passe du temps et on a du travail dessus. Donc, il faut payer la main-d'œuvre, il faut payer la machine qui coûte très cher. Et voilà, on ne vend pas un produit fini. Autre problème, la fraude à la complémentaire santé. Dans une des 10 boutiques où les enquêteurs se sont rendus lorsqu'ils ont choisi une monture plus coûteuse que le maximum remboursable par leur mutuelle, le vendeur leur a proposé spontanément de falsifier la facture. Une pratique illégale bien sûr, mais qui est de plus préjudiciable pour tous,
puisqu'on estime que les cotisations aux mutuelles augmentent en France chaque année à cause de la fraude de 142 millions d'euros. Pôle emploi et l'Indre-et-Loire s'associent pour accélérer l'accès et le retour à l'emploi pour les personnes en situation sociale fragile. Le département compte actuellement 12 500 bénéficiaires du RSA. Plusieurs outils sont mis en place, le but étant d'articuler les moyens et les expertises de Pôle emploi et du Conseil général. Une première en région centre. On écoute le directeur national et le président du Conseil général. La convention que nous avons réfléchie, elle a été négociée localement. Au niveau national, au niveau de Paris, on a uniquement fixé des grands principes, mais c'est localement qu'on décide concrètement le mode de déclinaison de ces principes. Et ça, c'est pour moi très important. La bataille de l'emploi, elle se gagne au plus près des territoires. C'est les territoires qui savent mieux que nous à Paris ce qui est bon et ce qu'il faut faire pour les demandeurs d'emploi. Tout l'intérêt de cette convention, c'est que pour les bénéficiaires du RSA, il y a des publics qui sont très proches de l'emploi. Et donc là, la compétence de Pôle emploi, elle est pleinement efficace et recherchée. Mais pour des personnes en recherche d'emploi, qui voient leur situation sociale se dégrader très rapidement, il est important de pouvoir trouver des réponses sociales liées à leur situation en matière de logement, en matière de santé, en matière de mobilité pour les déplacements. Et j'ajoute que le taux de chômage actuel en Indre-et-Loire est de 9,2%. C'est inférieur à la moyenne régionale et nationale, mais c'est en augmentation. La mairie de Tours a pris vendredi dernier un arrêté de sécurité et tranquillité publique. Cela fait penser à l'arrêté anti-mendicité qui avait été pris dernièrement au moment des fêtes sous la municipalité de Jean-Germain. Mais pour Olivier Lemreton, l'adjoint à la sécurité, il ne s'agit en aucun cas de la même chose. La Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire est montée au créneau. 143 morts, 67 blessés. Il y a 70 ans, la ville de Tours était bombardée par les Américains. Le bombardement le plus meurtrier qu'aient connu les Tourangeaux durant la Seconde Guerre mondiale. On vous emmène ce soir au cœur des archives municipales de Tours, mais également à la rencontre d'un homme, aujourd'hui historien, qui témoigne de cet épisode traumatisant. Florent Carrière. Des maisons tourangelles dévastées et un appareil ferroviaire en ruine. Décor d'apocalypse pour les Tourangeaux qui se réveillent ce 20 mai 1944. La nuit précédente, 500 bombes ont été larguées sur la ville par les Anglo-Américains. Cette nuit, Claude Croubois en a gardé le souvenir intact, 13 ans à l'époque des faits et avec l'insouciance de l'adolescence. On restait aux fenêtres pour regarder, parce que c'était un spectacle féerique. Les avions lançaient des fusées éclairantes. On aurait cru un formidable feu d'artifice. La DCE allemande tirait, ça faisait aussi des traînées lumineuses. Voilà. Et comme d'habitude, on s'est dit on va regarder, parce qu'on savait bien que c'était pas pour nous. La rue Bois, entre la rue Giraudeau et la rue Auguste Chevalier, c'était pas un objectif stratégique. Et pour cause, les Américains n'ont qu'une cible, le dispositif ferroviaire de Tours-Saint-Pierre-des-Corps, situé en partie dans les quartiers actuels du Sanitas et de la Rotonde. Tours est un nœud ferroviaire avec une grosse infrastructure ferroviaire, une gare de marchandises répartie sur 2 communes, Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Et en passant par le croisement ferroviaire de Tours, les Allemands avaient la possibilité de faire monter des troupes très rapidement ainsi que des blindés sur la côte normande. Et donc les Américains, par anticipation, ont souhaité rompre ces lignes d'approvisionnement. Mais les bombes sont larguées à 5000 mètres d'altitude et selon cet historien, les pilotes américains sont peu expérimentés. Les dommages collatéraux sont alors très nombreux. Cette nuit-là, alors là, j'ai eu très peur. D'un seul coup, il y a eu un tremblement terrible, parce qu'il y avait environ une centaine de bombardiers qui ont envoyé près de 500 kilos de bombes explosives et incendiaires. Et il y en a la moitié qui ont touché les objectifs, mais l'autre moitié qui s'est dispersée un peu partout. Velpeau, Beaujardin, Prébande, avenue Gramont, tous ces quartiers sont touchés, comme en témoigne cette carte représentant les impacts de bombes. La rue Édouard Vaillant est éventrée, la passerelle Fournier détruite, l'école Michelet à reconstruire, mais curieusement, la gare de Tours est sauvée. C'était extraordinaire, il y avait des maisons effondrées sur la chaussée, les plaques d'égout soulevées, les fils des tramways abattus, c'était quelque chose d'épouvantable.
Le bilan humain est très lourd, 140 victimes environ, dont 70 situées dans un abri près du pont d'Arcole. Des bombardements, Tours en a connu plusieurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui des Allemands en 1940 qui privera le vieux Tours de sa partie centrale, puis ceux des Alliés en 1942, 43 et 44. À la Libération, 40% de la ville est détruite, sans compter les secteurs sinistrés. Tours recevra alors la Croix de guerre. Le zoo de Beauval s'équipe d'une usine à méthanisation, une première en France dans un parc zoologique. L'objectif est simple et écolo, utiliser les déjections des animaux pour produire de l'électricité. L'opération a été lancée en mars dernier, ce qui permettrait de réduire de 20% par an la facture énergétique. Montant de l'investissement 2,5 millions d'euros. Aurélie Renaud. Huanzi ne le sait pas, mais grâce à lui, le zoo va produire de l'électricité. Ou plutôt, grâce à ses crottes. Depuis quelques semaines, le fumier des animaux ainsi que les déchets verts qui proviennent de la tonte ou de la taille des arbres sont acheminés ici par les soigneurs. C'est là que Cédric entre en scène. C'est lui qui pilote l'usine de méthanisation du parc. En mettant ces fumiers dans un milieu privé d'oxygène, la matière qui est issue des fumiers, cette matière-là va être consommée et elle va être dégazée, donc produire le biogaz qui va nous servir à alimenter notre moteur et produire l'électricité et la chaleur. Beauval utilise actuellement du gaz naturel. Le biogaz, lui, fera baisser la facture puisque l'usine de méthanisation couvrira 20% des besoins du parc. Grâce à cet énorme générateur, les serres des éléphants et l'eau de la piscine des Lamentins sera chauffée. L'investissement de la construction de l'usine de méthanisation est de 2,5 millions. Je pense que nous serons à l'équilibre d'ici 5 ans à peu près. On ne cherche pas à gagner de l'argent avec cette usine. Ce que l'on cherche, c'est vraiment à être équilibre, valoriser nos déchets et avoir cette démarche de développement durable. 2,5 millions, c'est un investissement certes important, mais par exemple la zone des pandas, on avait investi plus de 5 millions d'euros. Grâce à l'usine de méthanisation, le parc estime pouvoir produire 1,9 gigawatts d'électricité, de quoi alimenter en énergie 3000 foyers par an. De l'électricité qui sera ensuite revendue à ERDF, le tout, rappelons-le, grâce au méthane qui émane du fumier, un gaz à haut effet de serre, désormais valorisé. La production du zoo correspond en gros à 50% de la nécessité des apports sur cette usine. L'autre moitié des apports provient des agriculteurs locaux, des agriculteurs avec lesquels nous avons passé convention et qui sont situés environ dans un rayon de 10 km du zoo. En plus du biogaz, l'usine transformera le fumier en digesta, un engrais fertilisant totalement naturel que les agriculteurs locaux se sont engagés à épandre dans leurs champs. Dans moins d'un mois, la ville de Joué-les-Tours accueillera pour la 17e année consécutive les Années Jouées. Du 6 au 8 juin, un festival des arts de rue gratuit. Et si aujourd'hui la municipalité a changé de bord, l'esprit du festival baptisé cette année Couleurs et Verticalité n'a pas vraiment changé. On jette un coup d'œil sur le programme avec Aurélie Renaud. Des apparitions surprises de divers éléments qui descendront de l'hôtel de ville. Voilà les seules informations que l'on aura sur l'inauguration des Années Jouées, 17e du nom, car l'événement reste top secret. Ce que l'on sait, c'est que 150 artistes transformeront Joué-les-Tours en un théâtre urbain durant 3 jours. Notamment la compagnie Cirque Hirsute qui nous fait une allégorie sur Don Quichotte en acrobatie. C'est un spectacle qui aura lieu dans la cour d'école Marie Curie. Il faut aller le voir. C'est fabuleux en acrobatie, c'est humoristique. On l'a pendant 2 jours. Ne manquez pas ce spectacle. Il y a la belle image aussi en musique. La gageure de cette compagnie qui est de la région, c'était à la fois de mêler la déambulation avec un spectacle plus théâtralisé. Et le rendu est magnifique. Parmi les temps forts, les plasticiens volants, un immense aquarium qui survolera la ville. Un show aérien déambulatoire que le public avait découvert lors de l'ouverture des JO de Sochi. Comme chaque année, l'aide à la création est de mise durant le festival. Exemple avec ce spectacle de la compagnie de l'Amarante. Au programme, une tragicomédie en 3 actes, dont l'un d'eux sera donné sur les terrasses de l'hôtel de ville. C'est très empreint de rock. Et donc l'idée, c'est aussi d'étonner les gens, qu'il n'y ait pas une attitude passive face au spectacle. Déambulation, musique, danse et théâtre, sans spectacle gratuit au cœur de la ville. La nouvelle municipalité a adopté la recette gagnante
gagnante en musclant le budget de ces 3 jours, passant de 200 à 250 000 euros. Il y avait des problèmes de sécurité qu'il fallait admettre. Il fallait sécuriser autour du tramway, toute la ligne de tramway. Il a fallu faire un investissement pour du barriérage. Et également, le personnel municipal, qui est très présent sur ces années jouées, devait être rétribué à la hauteur de leur engagement. Et parfois, les enveloppes n'avaient pas été à la hauteur des attentes des collaborateurs. Un festival dont la reconnaissance et le rayonnement doivent devenir national, a annoncé le maire. Chaque année, les années jouées attirent 30 000 personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on parle des élections européennes avec ce soir le candidat Kemal Marzouk, Union populaire républicaine. À tout de suite.